Quel plaisir de vous retrouver ici, en plein cœur du Pays d'Ouche. Je me trouve en ce moment à l'Aigle, la capitale. Alors, l'Aigle, c'est connu pour son centre historique magnifique, avec ses constructions en grison, en silex. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est vous faire redécouvrir l'âme de cette ville. Pour commencer, je vous propose de revenir dans le passé de la ville et de découvrir son histoire. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que le nom de la ville, l'Aigle, provient d'un vrai nid d'aigle qu'on a découvert au tout début de sa construction? C'est ce que je vais découvrir avec Guy, mais plein d'autres choses encore. L'abbé Girard, en 1936, a fait couper l'orgue en deux, mettre des deux côtés pour mettre en place cette magnifique verrière. Grâce à ces bons conseils, d'ailleurs, j'aurai la chance de me rendre dans le seul atelier d'ébénisterie restant de l'Aigle et de faire la rencontre de Jean-Baptiste, un jeune qui s'est lancé un défi fou, faire perdurer le savoir-faire et l'artisanat local. Une goutte de colle et puis c'est parti pour 100 ans. D'abord qu'une seule goutte de colle et ça va tenir 100 ans, ça? Ouais. Il me fera également slalomer dans les allées du marché de l'Aigle, qu'il connaît bien, une vraie institution pour tous les Normands. En Belgique, on boit de la bière, ici on mange du cervelas. Et pour finir en beauté, c'est de la planète et de son avenir dont nous allons parler puisque je vous emmène visiter une station d'épuration, et oui, qui a ouvert ses portes au public en 2002, ici même. En fait, il ne faut pas jeter n'importe quoi dans l'eau. L'eau, c'est de l'eau. Pour mes premiers pas ici à l'Aigle, j'ai rendez-vous avec Guy. Guy qui va me parler de la richesse architecturale et culturelle de l'Aigle. Je vais le retrouver tout de suite devant la mairie. Vous allez bien? Bonjour, ça va bien. Déjà, vous me recevez là, quand même, devant une bâtisse qui est très jolie, hein. Où est-ce qu'on est précisément ici? Alors là, on est sur le château qui est transformé depuis quelques années en mairie. Ça ressemble pas vraiment à un château, hein, non? Ça ressemble quand même à un château classique, puisque l'architecte de ce château-là, en fin de compte, est Jules Ardouin-Mansart, qui est aussi l'architecte de la Galerie des Glaces. Ah, d'accord, quand même. Est-ce que ça, c'était le château originel de l'Aigle? Non, pas du tout. En fin de compte, le château originel de l'Aigle aurait été bâti aux alentours au début du XIe siècle, en 1010 à peu près, par le premier baron de l'Aigle qui s'appelait Fulbert de Bénat. Donc le château se situait sensiblement à cet emplacement-là, peut-être un peu plus décalé vers la gauche. C'était une forteresse et en fin de compte, la ville a pris son nom grâce à ce château puisque la légende indique que le baron de l'époque aurait trouvé en haut d'un arbre un nid d'aigle. Il a joué un rôle jusqu'à la guerre de Cent Ans en fin de compte, et à la fin du XVe siècle. Un petit peu après, la baronne de l'époque, Nicole de Brosse, voyant la ville se développer énormément grâce à la petite industrie métallurgique qu'on faisait beaucoup dans la région, a décidé de vendre les terrains. Et en fin de compte, les restes de la forteresse, à ce moment-là, ont été carrément démolis. Donc il ne nous reste absolument plus rien. On n'a aucun dessin, aucune gravure. On ne sait rien réellement du château d'origine. Quel est l'autre site emblématique de la ville? L'autre site emblématique, c'est la principale église de l'Aigle, l'église Saint-Martin. Donc c'est l'église paroissiale. Alors, je ne sais pas où ça se trouve, donc je vous suis. Tout à fait. Vous m'y emmenez? On va y aller. Mon guide, alors. Alors, là, voilà cette fameuse église. Alors là, on est sur la façade sud, la plus récente, mais bon, elle date quand même de 1550. Les niches qu'on voit ici, en fin de compte, on suppose qu'ils n'ont jamais eu de statue. L'abbé Girard, en 1947, a décidé, en fin de compte, de faire mettre des statues par 5 sculpteurs, dont, voilà. C'est marqué dessus, Belmondo. Le plus connu, c'est Belmondo, Paul Belmondo, le père de l'acteur de Jean-Paul, donc Belmondo 1947. Tout ça, c'est de l'après-guerre, en fait. Tout ça, c'est l'après-guerre, oui. La partie la plus ancienne, la partie romane, c'est la tour qui se trouve devant nous, qui est d'ailleurs qui a une particularité, c'est qu'elle est faite en grison. Or le grison, comme vous pouvez le voir, c'est en fin de compte un agrégat de silex qui est lié par des sédiments ferrugineux. C'est ce qui lui donne cette couleur très brune, en fin de compte. Elle est quand même impressionnante, cette tour. Mais alors, il y a quelque chose qui est marquant, c'est qu'on voit bien cette pierre, le grison dont vous me parliez, et il n'y a aucune continuité avec le reste de l'église. Absolument pas. En fin de compte, cette partie-là est du 11e, cette partie-là est du 15e. Waouh, impressionnant. Oh, les vitraux, ils sont magnifiques, hein. Magnifiques vitraux de Max Ingrand, 1947. Ils ont été faits à la suite du bombardement. Ce
que je voudrais vous montrer, on va se retourner. Et on voit ici un orgue. Alors il a la particularité, cet orgue, d'être à gauche et à droite d'un vitrail. En effet, le curé de l'époque, l'abbé Girard, en 1936, a fait couper l'orgue en deux, mettre des deux côtés pour mettre en place cette magnifique verrière là, qui est éclairée par le soleil actuellement et qui reprend les 8 tons de la musique grégorienne. C'est quand même un sacrilège, non, couper un orgue en deux. Ça sera un sacrilège si l'orgue ne fonctionnait plus après, mais là, l'orgue, il fonctionne. Hein. Ah oui, il fonctionne, ouais. On va aller le voir de plus près. Hein. J'espère que je vais pouvoir le toucher, mais c'est un peu mon rêve, là, quand même. Vous me suivez? Oui, oui, je vous suis. Alors là, je vous lâche pas. Hein. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Vincent, je vous présente Thibault, l'organiste. Enchanté, Thibault. Voilà. Je suis très intimidé, je vous avoue. Parce que c'est un peu mon rêve d'être comme ça à côté d'un orgue et de voir un organiste. Je vais vous poser plein de questions, mais je vous écoute d'abord. Ah non, on n'applaudit pas dans les églises. Ah bah non. J'ai très envie d'applaudir quand même. Hein. Thibault, vous êtes organiste depuis longtemps, vous? Oui, ça fait très très longtemps. Mon père était déjà organiste, mon grand-père aussi. Donc, D'accord, vous êtes d'une lignée d'organistes. Tout à Alors, fait, on ne devient pas organiste par hasard comme ça. Là, je vois que vous avez des petites tirettes sur les côtés, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle des registres. Des registres, Oui. donc vous pouvez changer de registre. Tout à fait. Ben, en fait, l'avantage de l'orgue, c'est qu'à une personne, on est capable de jouer finalement un peu comme un orchestre, oui, d'accord. avec tous les instruments qu'on peut sortir. Alors par exemple, ici, vous avez le hautbois. Le hautbois, c'est celui qui accorde l'orchestre en plus, donc très important. Voilà, tout à fait. Alors il se trouve en haut. Ah ouais. En termes de registre, quel type d'instrument vous pouvez reproduire? Alors il y a certains sons qui sont proches du violon, comme la viole, la viole de gambe. La viole de gamme en musique baroque. Tout à fait. Vous avez des flûtes, bien sûr. J'aime beaucoup la flûte harmonique d'ici, qui ressemble vraiment à une flûte traversière. Ah oui, très cristalline. Voilà, c'est magnifique. Alors, quand on joue de l'orgue comme ça a l'air extrêmement complexe. Parce que déjà, je vois que vous avez 3 claviers, mais là, c'est pas possible. Là. Au pied, vous avez un pédalier. C'est ça mon 4e clavier. Non, mais est-ce que vous synchronisez? Vous arrivez à jouer avec les pieds là et sur 3 claviers en même temps? J'arrive bien à synchroniser les deux mains, donc je rajoute 2 pieds et voilà. Et puis après avec tout le monde. Voilà. Vous voulez jouer? Oh, moi, je veux bien, Bon. Vous allez voir. J'ai l'impression que vous connaissez un peu la musique. Vous allez faire Do, Sol, Do, Sol. Non, pardon, Do, Sol. Un Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ben voilà. Et on continue. J'ai perdu le tempo, hein, désolé. Et voilà. Merci Thibault. Eh bien, écoute, j'espère que je vous ai éclairé sur l'orgue. C'était un moment inoubliable. Moi également. Je resterai bien, mais en fait, on va continuer la visite quand même, Guy. D'accord? Tout à fait, on va a continuer, encore des choses à voir. Bon, eh Merci ben, bonne encore. visite à l'Aigle alors. Au revoir Thibault. Au revoir, Thibault. Allez, au revoir. Bon, je voudrais vous montrer une dernière chose, c'est cette petite maison qui est en face, c'est une maison dite Marie Stuart, Qui est charmante, hein. qui n'a d'ailleurs jamais vu Marie Stuart. Ah bon? Non, Mais on l'appelle quand même la maison de Marie on Stuart. l'appelle la maison de Marie Stuart, oui. Bon, je la trouve très belle cette maison, mais du coup, elle paraît très ancienne. C'est le cas? C'est pas le cas réellement. En fin de compte, elle a été construite à partir d'éléments anciens certainement, mais les sculptures sont récentes, elles datent des années 20. Elles ont été faites par un monsieur qui s'appelait Marcel Le Bourgeois, qui était un ébéniste à l'époque, et ça a été fait à la demande du propriétaire de l'époque. On voit notamment ici qu'il y a un travail quand même qui est extrêmement fin. Extrêmement fin, effectivement, c'était
Même C'est ça, un c'est ébéniste joli. d'art. Hein, Ah, c'est là. le bourgeois. Est-ce qu'il reste encore des ébénistes d'art là aujourd'hui? Alors il en reste un, hein, c'est l'atelier de Gepetto, c'est Jean-Baptiste, un jeune ébéniste qui a du talent et qui se trouve à quelques rues d'ici. En fait. Bon, bah, s'il y en a qu'un, je devrais le trouver normalement. Normalement, vous devriez le trouver sans problème. Merci beaucoup Guy pour cette visite très Merci. enrichissante. À Allez. bientôt. Au revoir, à bientôt. Alors, je dois pas en être loin. Par contre, je sais pas où c'est. Monsieur, vous allez pouvoir m'aider. Vous savez où se trouve l'atelier Gepetto? Vous êtes le 220 et c'est un peu plus loin. Un peu plus loin. Merci, bonne journée. Un peu plus loin, elle a dit. Ah, voilà, atelier de Gepetto. Je suis au bon endroit. Bonjour. Jean-Baptiste? Oui. Vincent, enchanté. Enchanté. C'est très beau ce que je vois là dans la vitrine. Ouais. Alors, j'ai cherché un petit peu, mais j'ai fini par trouver ton atelier. Est-ce que c'est le dernier, vraiment, le dernier atelier d'ébénisterie d'art dans la ville de l'Aigle? Voilà, on peut dire ça, je suis le dernier. Bon, tu vas me raconter toute ton histoire depuis le début, mais avant, est-ce qu'on peut aller, je peux aller avec toi auprès de Ouais. ton travail et voir un petit peu Je te comment... montre à l'établi? Allez, je pourrais peut-être même te donner un coup de main? Ouais, bah sans Allez. problème. Ça sent bon déjà ici, ça j'aime bien. Je pose mon sac parce que je Ouais. sens que là il va y avoir du boulot. Ah ouais, c'est là où tout se passe, à l'établi. C'est là Ah. où ça commence. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Alors là, toi, je suis en train de monter une console. D'accord. Donc c'est un meuble avec 3 pans. Oui, parce que pour les enfants qui nous regardent, une console c'est pas forcément un truc sur lequel on joue. Non, hein. non, il y C'est avait des une meubles sorte de avant. table. Voilà, tout à fait. Comme dans tous les assemblages, Ça on en rentre. a un qui vient dans l'autre. Ah oui, et c'est là qu'on se dit que tu es plutôt bon parce que ça rentre parfaitement bien quand même. Voilà. Donc là, on est au stade où l'assemblage il est fait. Il n'y a plus qu'à le coller. Et ensuite, Une goutte de colle et puis c'est parti pour 100 ans. d'abord qu'une seule goutte de colle et ça va tenir 100 ans ça? Ouais. Peut-être même plus. C'est ça marche. l'assemblage qui fait tout. Simplement avec ça, le meuble va tenir en place. On n'a pas Voilà. besoin de mettre des vis en plus, Pas des du choses tout. comme ça. Normalement, dans un meuble de bénisterie, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis. Ah, C'est que des assemblages et avec un peu de colle pour maintenir l'assemblage. Oh, incroyable. Bon, bah c'est parti. Collage alors. Ouais, je t'aide. Je retire. Alors, vas-y, tu tiens. Voilà. De la colle. C'est beau, c'est beau travail. Hein. Donc, un petit peu de colle sur l'assemblage là, un petit coup de colle sur l'assemblage là, et puis après, il n'y a plus qu'à serrer. Ça paraît tout simple de faire ça, et en fait, c'est relativement compliqué quand même. Bah, disons, c'est un bon coup de main à prendre. Après, une fois que tu as le coup de main, c'est comme tout, ça se fait tout seul. Parce que toi, pour en arriver là, pour être aujourd'hui le dernier ébéniste d'art de la ville de l'Aigle, c'est quoi ton histoire? Comment t'es arrivé là? Oh, c'est une histoire assez classique d'un jeune qui aime bien travailler le bois. Comme beaucoup, on a une passion. Bon, moi, c'est le bois. Du coup, bah, je suis parti faire ma formation sur Paris. Donc, j'ai fait l'école Boulle en sculpture sur bois. Ah, quand même. Et puis après, bah, j'ai fait une autre formation là, en apprentissage en ébénisterie. Quand je suis revenu sur l'Aigle, en fait, il y avait plusieurs ébénistes qui étaient partis à la retraite, juste auparavant que je revienne. Donc du coup, ça s'est bien goupillé. J'ai repris un petit peu le flambeau, si je puis dire, de la tradition ébénisterie à l'Aigle. Tu avais quel âge à l'époque? Bah, quand je me suis installé, du coup, j'avais 20 ans. Ah, t'avais 20 ans? C'est vrai qu'on a toujours une image un peu poussiéreuse de l'ébénisterie, mais Ouais. qui est des fois fausse. Quand on voit le design, ça passe souvent par un travail à l'établi auparavant. Et là, c'est ajusté au dixième de millimètre près. hein. Voilà, c'est ça. Du coup, là, on a mis la colle. D'accord. Donc maintenant, il va falloir qu'on serre Ah, ok. pour bien maintenir l'assemblage. Donc, l'étape suivante. Alors là, on a fini le collage. Après, le meuble, on va le poncer et on va oui. le cirer. Alors, je vais te montrer comment on fait la cire. Alors en fait, franchement, hein, si là je me retrouve chez un fromager, que je vois ça en vitrine, je dis, oh, ton gouda, il a au moins 5 ans. Waouh. Alors par contre, oh, l'odeur incroyable. Ça n'a pas du tout l'odeur du fromage. La cire d'abeille, que je comprenne bien, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est le résidu qu'on va avoir de la ruche, de Ah. l'apiculteur. D'accord. Donc l'apiculteur va récupérer son miel. Voilà, Et ça, cette matière plus dure, c'est ce qui va rester dans la ruche. c'est un produit 100% naturel. Voilà, et ça vient, c'est juste aux portes de l'Aigle. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais faire une opération. Je vais la mettre au bain-marie Ah, ok. pour la diluer un petit peu. Et je vais avoir une pâte qui va être Comme de la graisse de un peu comme du cirage à chaussure. Là, en tant que tel, après, il n'y a plus qu'à l'étaler avec une mèche et l'appliquer sur le bois.
Alors on fait ça ici, là peut-être on a plus de place. On va faire ça du coup sur le meuble. Sur ce meuble-là, ok. Alors, Voilà, du coup on va cirer le plateau. Alors, on a notre cire, on a une mèche qui D'accord. va nous permettre d'étaler. ok. Alors, on prend un peu de cire comme ça sur la mèche. Et pour commencer, on va venir étaler en rond. On tourne, d'accord. Donc ça va permettre de bien faire rentrer la cire dans les fibres du bois. Je te laisse continuer. Oui, volontiers. Alors dis-moi, toi, tu as quel âge aujourd'hui? 28 ans. Tu as 28 ans, tu es tout jeune en fait. Ça veut dire concrètement que tout ce savoir-faire que tu as, eh ben, tu vas pouvoir le transmettre. Et peut-être que quelqu'un dans quelques années pourra prendre ta suite. Oui, oui, pourquoi pas. Là justement, j'ai déjà embauché un apprenti l'année dernière D'accord. ça commence. pour un petit peu justement continuer un petit peu ce qu'on a eu en transfert de connaissances. Parce que c'est quelque chose qui est assez cher dans nos métiers, justement Ouais. de transmettre Ouais, ce ouais. savoir-faire de génération en génération. C'est chouette. En tout cas, merci beaucoup Jean-Baptiste parce que j'ai appris plein de choses avec toi sur l'ébénisterie évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ici à l'Aigle? Qu'est-ce qu'on peut faire qui est vraiment chouette? Alors si tu veux, ce matin, il y a le marché de l'Aigle qui est vraiment à pas louper. Il y a quelque chose à Là voir. en ce moment? Donc après l'effort, le réconfort, Tu on viens va avec aller moi goûter quelque chose. Ok, super. Ah, ben on va manger sur le marché, c'est ça? On va manger, plein de bonnes choses. Hop. J'ai faim moi en plus. Alors, où est ce marché? Alors, Marché. bon, on va continuer par là. Ah, on l'aperçoit là-bas. Ouais, c'est juste au bout. Là. Vu de loin, comme ça fait tout petit marché. Hein. Un tout petit, mais tu vas voir, c'est en centre-ville, ça se faufile, c'est assez grand. Ah, d'accord. Ça vit ici, hein. Alors toi, là on est vraiment au cœur du marché. Il y a une vraie tradition du marché, en fait. Ici, ça remonte à loin. Là, faut que tu imagines qu'au Moyen-Âge, on avait déjà le marché qui était ici, Ah, au d'accord. centre-ville de l'Aigle. Donc faut que tu imagines le nombre de personnes avec l'ambiance du Moyen-Âge. Tu avais une cloche qui sonnait pour vraiment amener les gens. Avec le marché aux bestiaux, tu avais les agriculteurs qui venaient du coin pour amener leurs Ah oui, bêtes, tout d'accord. ça. Tu avais tout le monde qui venait avec sa production. C'était énorme. Et alors, aujourd'hui, on a un petit peu de tout sur ce marché. Hein. Là, On a ici tout, du on poisson, va des vraiment voir moules, tout ce qui est des belles alimentaire. fraises. Je peux? Merci, c'est gentil. J'adore les fraises. Ah, waouh. Ah, elles sont bonnes. J'adore les fraises, mais je redécouvre la fraise. hein. C'est excellent. Comment ça se fait qu'elle soit si sucrée? C'est la variété, c'est délicieux. Ok. Vous me réservez tout ça? Je repasse tout à l'heure? Je livre. Ok. Vous livrez? Ok, je vous donne mon adresse. Merci. Hein. Au revoir. On continue parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Ouais. Ah bah, le que des délire, bons cette produits. fraise. Oh, la petite salade comme ça, c'est super bon. Mais alors ce marché, s'il est si vieux, qui date du Moyen-Âge, j'imagine qu'aujourd'hui il a une grande importance. En termes de taille par exemple, ça correspond à quoi? Parce que c'est dans les ruelles, c'est difficile de se rendre compte. Oui. Ça fait quoi? Il y a 300-400 mètres d'étal? Beaucoup plus, si tu veux. Pour te rendre compte, ça prend tout le centre-ville. Donc tu as plus d'1 kilomètre d'étal. Oula, on a plein de choses à C'est voir. l'un des plus grands marchés de Normandie. Ah bah on continue alors. Je veux tout voir sur ce marché. Bon, on y va alors. Tout savoir, tout. Ah Ah, bah volontiers. voilà. À tout de suite. Il y a de la chance. Elle est bête aussi. Alors c'est ça qui a fait la réputation du marché de l'Aigle justement. Tu trouves ça quasiment plus sur aucun marché. T'en as encore à l'Aigle, c'est vraiment le marché aux volailles. Ah ouais. Ça, on peut trouver ça aux Philippines, en Indonésie, dans plein de pays, mais là, c'est vrai t'as que sur les tout. marchés français, il n'y a plus trop. T'en hein. as quasiment plus encore à l'Aigle. Salut ma poule, à bientôt. Est-ce que vraiment le rendez-vous du mardi à l'Aigle, c'est quelque chose d'important? J'ai l'impression, parce que là, on est perdu. C'est une influence, c'est vrai que le marché du mardi matin, c'est incontournable. Le mardi, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de venir au marché de l'Aigle. Toi, Là, tu viens faire tes courses ici? Oui, je viens faire mes courses et puis justement, je vais te faire rencontrer Jérôme Doudard qui, tous les mardis, justement, je vais acheter le cervelas aiglon chez lui. Ah, La spécialité de l'Aigle. Ah, on va découvrir ça. Donc on arrive à The Boucherie là. Là, c'est la c'est boucherie. le Jérôme Doudard, il fait The Saucisse, le cervelas aiglon. La spécialité aiglonne. Qui est Jérôme Doudard? Jérôme. Oui, c'est C'est moi. vous Jérôme? Oui, bonjour. Bonjour. Vincent, je viens Enchanté. découvrir le cervelas. Bah, venez Je peux monter. venir avec vous? Bah, avec plaisir, venez. Allez, excusez-moi madame, on va découvrir le cervelas de très près. Je veux pas rater ça, hein. Vous comprenez, je veux pas rater le cervelas. Voilà. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Bonjour. Alors, je veux tout savoir sur le cervelas. Le cervelas aiglon. Alors le marché, lui, il existe depuis le Moyen-Âge. Ça existe depuis le Moyen-Âge aussi? C'est un ancien charcutier dans les années 70, monsieur Norsini,
et une bande de copains en fait, en jouant aux cartes, qui ont créé ce cervelas. Parce qu'ils voulaient avoir une saucisse conviviale à griller, à pocher, tout ça, pour réunir les copains, la famille. C'est que de la viande de porc, de l'épaule de porc précisément. Voilà, qui est une viande salée, fumée, aromatisée au calva. D'accord. Je peux goûter? Je peux Ah oui. goûter, vous allez me Allez, continuer. Vous allez tout me raconter, mais je suis impatient là. Très très bon ça. Très très bon. Et alors, on sait qu'il y a des personnalités en France qui ont des préférences. Par exemple, Jacques Chirac, elle a bien la tête de veau. Est-ce que le cervelas, ça a pu plaire à des personnalités en France? Il y a eu M. Georges Pompidou qui avait écrit à la mairie par laquelle il avait été apprécié ce produit-là à l'époque. À ce moment-là? Voilà. Bon, j'étais pas né. Hein. Ouais. Mais voilà, donc Dommage. j'ai même un petit souvenir que j'avais récupéré comme ça. Georges Pompidou, incroyable. Donc en fait, depuis cette création, ça a carrément attisé toutes les passions et le cervelas est au centre de pas mal d'intérêts de pas mal de personnes du coup quand même. Hein. Ça devient pour nous une habitude. En Belgique, on boit de la bière. Ici, on mange du cervelas. Voilà. Eh ben je dis, c'est très très bien. Bon, Jérôme, je peux pas repartir d'ici sans vous acheter du cervelas. Ah bah, on va vous Ça, en c'est pas offrir. possible. J'ai mon petit sac. Ça, c'est tellement bon, cervelas, c'est tellement bon qu'on peut pas partir sans. Tiens, des petits cervelas nature. Donc ça, c'est vraiment l'origine, la typicité. Et puis là, un ou deux petits au camembert. Hein, camembert Oui, oui. calva. Ouais, c'est bon. Tenez, Vincent. Merci. Bon, merci Jérôme. Merci à bientôt. Et je te remercie beaucoup Jean-Baptiste. je t'en prie. Parce que j'ai appris Au plein de plaisir. choses sur l'ébénisterie. Cela dit, ma balade continue. Au revoir messieurs. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bon courage. Tu vas aller pour moi. Pour cette dernière partie de la visite, je vous propose un décor bucolique comme ça en apparence. Juste en apparence. Parce que, en fait, je voudrais vous faire découvrir, cette fois-ci avec une valeur éducative, ce qui est juste là, une station d'épuration, mais une station d'épuration ouverte au public. Bonjour, il y a quelqu'un? Ah, bonjour. Enchanté. Jean-Marie Goussin. Enchanté, merci de m'accueillir ici dans votre station d'épuration, c'est comme ça que ça s'appelle? Tout à fait, oui, c'est station de traitement des eaux usées. Alors, c'est une initiative qui est rarement faite, c'est-à-dire qu'on ouvre les stations d'épuration au public. C'est ça le principe? Tout à fait, c'est ça le principe, de montrer qu'on sait faire des choses propres, y compris dans le traitement des eaux usées. On les ouvre au public et surtout aux enfants. Ça leur permet de pouvoir voir un petit peu l'impact sur l'environnement, les choses qu'ils ont à faire. Et donc, si vous voulez, je vous propose de visiter la station d'épuration. Bon, bah c'est parti. Écoutez, je vous souhaite une bonne visite. Merci. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Ah, ça tombe bien, j'ai pas mon maillot de bain. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Ici, à la station, on ne fait que reproduire de ce qui se passe dans une rivière. Ah. Dans une rivière, on a des moments un petit peu plus calmes. Ce moment-là, ce sera dans ce bassin-là, ce sera l'anoxie. Ah, donc là, il n'y a pas d'oxygène là-dedans. Il n'y a pas d'oxygène, D'accord. voilà. Pour pouvoir traiter la pollution, donc la première partie, ça va être les urines. Donc on va priver les bactéries d'oxygène. Donc ils vont récupérer l'oxygène présent naturellement dans les urines. Ah, d'accord. En fait, donc ce sont des bactéries Oui. qui vont faire le travail de purification de l'eau en Tout à quelque fait. sorte. Moi, j'imaginais qu'une station d'épuration, c'était un filtre, 2 filtres, 3 filtres, Non. 20 filtres, 50 filtres, et qu'au final, avec tous ces procédés chimiques, je veux dire, on arrivait à de l'eau relativement propre. Non, pas du tout. En fait, les bactéries sont naturellement présentes dans cette eau usée. Et on va en rajouter un petit peu pour pouvoir traiter correctement cette pollution. Alors, on arrive à l'étape finale, c'est ça? Oui, donc la sortie de l'eau traitée. Ok. Donc l'eau, ah, c'est vrai qu'elle est claire là. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette eau-là, elle n'est pas potable. Ah bon? Non, elle est traitée. Donc il y a des stations d'eau potable qui sont là pour ça. Où est-ce qu'elle va aller ensuite alors? Donc cette eau-là, elle repart à la rivière. Ah d'accord. Mais alors en fait le problème avec nos modes de consommation actuels, c'est qu'on a tendance à produire beaucoup de déchets et ces déchets
sont traités donc par des stations d'épuration quand ils passent par l'eau. Il y a des choses qu'on a du mal à traiter, les médicaments, on sait que c'est rejeté quand même, ça sort des stations d'épuration. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux personnes qui nous regardent pour qu'on puisse limiter notre impact sur l'environnement? En fait, il ne faut pas jeter n'importe quoi dans l'eau. L'eau, c'est de l'eau. Il faut absolument que les lingettes et toutes les choses qui devraient être à la poubelle aillent dans une poubelle. Ce qui est solide, ça va dans les poubelles pour le solide. Voilà, exactement. D'accord. Ok, bon bah merci, c'était une chouette visite ça. Voilà, c'est ici que s'achève ma balade. En tout cas, je ne peux que vous conseiller de visiter le charmant centre historique de l'Aigle et de rencontrer, pourquoi pas, des artisans comme Jean-Baptiste l'ébéniste. En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations, toutes mes adresses sur la page Facebook de l'émission Histoire de se balader et sur le site france3.fr. À très vite. Hit the road, John, and don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, John, and don't come back no more. Hit the road, Jack.